Salut à tous, bienvenue dans le direct. Je vais te présenter tout de suite mon invité. Salut Sébastien, comment vas-tu? Oui, bonjour, et puis bon petit déjeuner pour ceux qui viennent juste de débarquer ou peut-être déjà sur les routes du travail. Je suis curieux de savoir comment tu te présentes comme ça rapidement par un CV. Enfin, vas-y, présente-toi, dis qui tu es. D'une part, pour ceux qui me connaissent en général, ils me connaissent plutôt sous ma casquette de président d'une organisation syndicale. Et puis par ailleurs, en fait, j'ai une activité professionnelle au sein d'Orange puisque je suis directeur du mécénat public et ça consiste en fait à accompagner en général la puissance publique dans l'organisation des grands événements. Le prochain en préparation, par exemple, c'est le sommet de la francophonie qui aura lieu, notamment au château de Villers-Cotterêts, qui a été rénové. Alors, si je viens dans le vif du sujet, il y a quelques semaines, il y a eu une négociation entre la direction d'Orange et les différentes organisations syndicales pour parler des primes, des différentes primes qui seraient accordées à tous les salariés qui sont engagés sur ces fameux JO de Paris où Orange est on va dire, l'opérateur unique qui doit retransmettre, mettre en place toute la logistique, on va dire, des réseaux. Les négociations ont eu lieu, il y a eu des discussions, c'était monté à un certain niveau de primes, d'après ce que j'ai entendu, entre autres 1100 € bruts par salarié, et malheureusement, les organisations syndicales n'ont pas signé. On a eu donc la surprise de voir arriver une décision unilatérale avec une prime moins-disante à 1000 € bruts. Alors évidemment, tout le monde est étonné. Qu'est-ce que tu peux nous dire de ça? Je crois que les JO d'abord, c'est un moment unique pour l'entreprise et pour notre entreprise et pour les collaborateurs de notre maison. C'est un événement qui est planétaire, c'est un événement qui est le plus grand événement sportif du monde, hein, et donc qui a lieu tous les 4 ans, et c'est un vrai défi, effectivement, puisque Orange sera le seul opérateur qui sera associé à l'événement et donc qui doit assurer toute une série de missions, de prestations dans un contexte, comme vous le savez, qui malheureusement est difficile, puisque on a de guerres, enfin en tous les cas de graves incidents militaires dans certaines parties du monde, au moins 2, sans doute malheureusement plus si on compte des événements plus anciens, qui évidemment mettent tout le monde en situation de tension sur les questions de cybersécurité, sur les questions de sécurité tout court, et donc le fait d'être opérateur nous donne un rôle peut-être plus important que d'habitude. Et puis les JO, globalement, si on se souvient, les derniers JO à Paris, c'était il y a 100 ans. Et ces JO-là se dérouleront bien sûr à Paris, mais aussi dans toute la France, puisque un certain nombre d'infrastructures, des stades, des lieux spécifiques sont utilisés pour l'occasion. Donc c'est un événement qui est très important, qui mobilise évidemment beaucoup des collaborateurs, qui mobilise les collaborateurs d'ailleurs de façon différente. Des collaborateurs en fait se sont portés volontaires pour accomplir des missions un peu spécifiques sur cet événement, et donc ils viennent de toute la France. J'en discutais encore il y a quelques jours avec des camarades de Corse qui étaient très fiers de venir sur le continent, comme ils disent, pour participer à la gestion de cet événement. Il y a d'autres personnes qui sont impliqués dans leurs activités traditionnelles, et puis il y a des gens qui sont impactés parce que il y a des collègues qui viennent porter assistance ou soutenir des activités spécifiques dans une période où il y a beaucoup de vacances, qui est la période du mois d'août, qui sera dans laquelle il y en a un peu moins, mais ce sera la rentrée scolaire pour les Jeux paralympiques. Donc tout ça va nécessiter une grande mobilisation, sachant qu'une partie des équipes ont déjà préparé l'événement en amont, notamment les équipes d'Orange Event, mais pas que, tous les gens qui sont dans les unités d'intervention. Donc en fait, une grande partie de l'entreprise est mobilisée à différents stades. Donc ça, c'est pour dire un peu la nature des gens qui sont impliqués dans cet événement est extrêmement différente. Donc il y a différents services, et effectivement, il y a eu la négociation d'un accord pour une partie de ces personnes. Et on pourrait revenir sur la question de toutes les personnes qui sont concernées.
Alors, je ne sais pas si Orange a été déjà engagé sur un événement aussi important, mais j'ai pris mes petits renseignements et c'est vrai que déjà, même pendant la période préparatoire, j'ai suivi quelques équipes sur la préparation des Jeux. C'est vrai qu'on rencontre des gens qui sont motivés, qui sont volontaires et qui veulent participer à ça et qui, ma foi, étaient, on va dire, bien traités, c'est-à-dire qu'au niveau des déplacements, au niveau de tout ce qu'il y a autour de la logistique, ils étaient bien traités. Là, vraiment pour le cœur du réacteur pendant les JO, je pense qu'ils s'attendaient à quelque chose de mieux parce qu'ils ont prouvé jusqu'ici qu'ils étaient présents. La négociation qui a eu lieu, peux-tu nous dire dans quel climat déjà elle a eu lieu et puis comment Orange, quelque part, traite ces salariés qui sont volontaires? Effectivement, c'est peut-être un des nœuds du sujet, c'est-à-dire que les gens qui sont impliqués dans les JO et les gens qui se portent volontaires en plus de leur activité, c'est deux populations qui sont un peu différentes. Il y a des gens qui sont volontaires, il y a des gens qui ont fait le choix de venir en soutien sur l'Île-de-France, de toute la France, qui ont fait le choix de découcher, d'abandonner, enfin, entre guillemets, ou dans tous les cas de laisser leur famille pendant quelques semaines. C'est vrai qu'ils sont accompagnés d'un point de vue logistique pour être hébergés, pour pouvoir se nourrir, pour avoir les éléments indispensables à leur engagement. Officiellement, bien sûr, tout ça se déroule dans un contexte qui respecte les règles du travail en termes d'horaire, mais on sait que les logiques d'urgence sont aussi des choses qui peuvent arriver. Il peut y avoir des interventions qui se déroulent la nuit. Moi-même, il y a 5 ans, j'ai organisé j'ai assuré pour la participation d'Orange la coordination du G7 à Biarritz et j'ai bien vu comment en fait on était obligé de demander à tout le monde un surengagement, avoir une super vigilance et puis aussi des horaires qui sont du 24-24, du 7-7, du HLO bien sûr qu'on fait chez nous, mais qu'on est obligé de demander à tout le monde dans une tension qui est forcément importante. Donc c'est effectivement un très gros effort pour les volontaires qui viennent. C'est bien sûr il y a un accompagnement de l'entreprise. Il était prévu qu'il y ait 2 phases dans les discussions. Une première phase qui consistait à négocier les primes pour les gens qui étaient volontaires et qui, de façon exceptionnelle, venaient en renfort sur les JO. Puis une deuxième phase qui prévoyait qu'on regardait tous ceux qui étaient impactés par l'organisation de ces JO et de regarder comment on pouvait rentrer dans les processus de compensation, en tout cas d'aménagement, s'il y avait des horaires supplémentaires à faire, si les équipes qui restaient, on va dire, là où elles étaient et qui voyaient quelques-uns des collègues monter à Paris étaient impactés et comment on faisait pour que la surcharge de travail puisse être quand même gérée avec des heures sup, avec un certain nombre de choses. Donc voilà, on avait 2 volets. L'accord dont on parle, en fait, partait du premier volet, il n'a pas abouti et donc il n'y a pas de discussion sur le deuxième volet, ce qui n'est pas non plus sans poser de problème. Alors c'est peut-être la première fois qu'on voit un accord, enfin disons des négociations qui arrivent à un certain niveau de prime et qu'ensuite la décision unilatérale soit en dessous. À ton avis, qu'est-ce que ça reflète comme impression? Je crois qu'effectivement, c'est ce qui est peut-être le plus interpellant et c'est pour ça qu'en fait, je vais peut-être revenir un instant sur la logique du référendum. Quand des négociations s'engagent entre une direction et des organisations syndicales, on n'est pas toujours d'accord. Et c'est la logique du dialogue social que d'avoir des échanges et puis de se mettre à la fin d'accord ou pas d'accord sur un accord et de signer. Et là, en l'espèce, quand on regarde en fait comment un accord est réputé valable, il faut que les organisations syndicales qui représentent la majorité des suffrages exprimés aux dernières élections de CSE fassent plus de 50% et on considère que l'accord est valable et donc tout ce qui a été négocié s'applique et se met en route. Là, ça n'a pas été le cas parce que légitimement, certaines organisations syndicales ont considéré qu'il fallait tout traiter en même temps et qu'il fallait à la fois traiter la question des volontaires et la question de ceux qui étaient en activité sur les JO et qui allaient avoir une surcharge de travail. Donc le champ de la négociation et en tous les cas le champ de la signature ne convenait pas à certaines organisations et donc elles ne voulaient pas, et c'est tout à fait compréhensible et je le comprends, elles ne voulaient pas donner une caution pour que on ne traite pas en même temps l'ensemble du personnel et on ne traitait que la question des centaines, des milliers de volontaires qui se portaient
qui se portait en support de l'événement. Donc l'accord n'a pas été majoritaire. Donc un accord qui n'est pas majoritaire, c'est un accord qui ne se met pas en œuvre. Et donc à ce moment-là, ça laisse à la direction le seul choix, si elle a envie de donner en l'espèce des primes. Et puis il n'y avait pas que des primes, il y a des primes pour bien sûr la participation, il y a des primes pour pouvoir garder ses enfants, il y a des décalages de jours aussi, parce que si tout le monde est mobilisé, il n'y a pas forcément la possibilité de prendre ses jours de congé, donc des décalages de jours sur l'année suivante. Il y avait aussi la question de savoir comment on organisait la négociation pour ceux qui voyaient une surcharge de travail, mais dont on ne savait pas encore complètement mesurer l'impact, parce que entre le mois d'août, qui est une période inhabituelle, donc il y avait des tas d'éléments qui en fait devaient se dérouler et qui en fait qui devaient se mettre en place et qui de fait n'ont pas été traités au titre de l'accord, mais ont été traités au titre d'une décision unilatérale. La tradition et l'usage social de notre entreprise, en tous les cas depuis une quinzaine d'années, depuis l'arrivée de Stéphane Richard, la tradition voulait que ceux qui avaient été négociés en séance de réunion, même si on ne tombait pas d'accord, c'est-à-dire même si on était il y avait toujours des demandes supplémentaires, et même si les organisations syndicales n'étaient pas prêtes à signer, la tradition voulait que la direction prenne une décision unilatérale qui était équivalente au niveau de la dernière séance de négociation. Donc évidemment, on a tous été très surpris que la direction soit moins disante pour un événement qui est extrêmement important. Et donc, au lieu des événements tout à fait symboliques, au lieu d'accorder 1 100 € de prime pour les volontaires, c'était 1 000 €. Pour la garde d'enfants, au lieu que ça soit un maximum de 800 €, c'est 600 €. Plus de report de congé, pas d'ouverture de discussion pour ceux qui sont impactés et donc éventuellement pas de prime pour ceux qui ont une surcharge de travail. Bon, donc on a été un peu surpris de ce côté moins disant. Pourquoi c'est difficile de comprendre pourquoi on est rentré dans cette logique de moins disant. Je pense que c'est une absence de culture de notre histoire qui fonctionne comme ça et de ce dialogue social. Alors évidemment, il y a une corde de rappel dans ces cas-là, qui est de dire, l'accord il n'est pas majoritaire, mais une organisation qui fait plus de 30% peut demander à ce moment-là que l'accord soit validé, non pas par la signature des organisations syndicales, mais par le suffrage direct des salariés au travers d'un référendum. Ce recours au référendum, on est bien d'accord, c'est quelque chose qui est inscrit dans les textes de loi quelque part. Absolument. C'est-à-dire que le législateur a considéré que lorsque les organisations syndicales et les directions ne se mettaient pas d'accord, il y avait la possibilité pour les organisations syndicales, ou enfin en tout cas pour là où les organisations syndicales qui avaient fait un score supérieur à 30%, mais qui néanmoins avaient fait un score inférieur à 50, de demander en fait l'avis aux salariés, de dire qu'est-ce qu'on fait, est-ce que vous êtes d'accord, est-ce que vous n'êtes pas d'accord. Et c'est effectivement un texte de loi qui date d'il y a moins d'une dizaine d'années et qui est en fait un appel au suffrage direct, un appel qui a déjà existé au sein du groupe sur un accord d'intéressement à Orange Business Service. Alors si je comprends bien, on va demander là à tous les salariés d'Orange SA s'ils sont d'accord pour l'attribution des primes. On va demander plus qu'à tous les salariés. Alors évidemment, c'est une particularité et peut-être que le législateur n'a pas très bien réfléchi sur la question du référendum et sur le périmètre des votants. C'est un accord groupe, c'est-à-dire que c'est un accord qui concerne à la fois des collaborateurs de la maison mère, c'est un accord qui peut concerner des gens qui sont en filiale. Donc on va demander effectivement à tous les collaborateurs de se prononcer sur un accord qui a deux volets, qui a un volet qui est très particulier, qui concerne les volontaires qui montent entre guillemets sur les jeux. Et puis c'est aussi un accord qui prévoit des modalités pour tous ceux qui sont concernés par les Jeux. Donc évidemment, il y a des gens qui ne sont pas concernés par les Jeux Olympiques. Quand je dis concernés, c'est au sens professionnel du terme, c'est-à-dire dont l'activité va pas se trouver fondamentalement modifiée, qui néanmoins vont être amenés à se prononcer. C'est la particularité de ce référendum.
Et donc, effectivement, tout le monde va être amené à voter. Alors, on connaît bien aujourd'hui l'abstentionnisme aigu, comme ça, sur tous les votes. Alors, je comprends que quelqu'un qui est en boutique au Puy-en-Velay, bon, pour lui, il est peut-être un peu moins impacté. Là, on va lui demander il approuve le contenu de l'accord. Qu'est-ce que tu dirais à ces gens-là pour participer au référendum? Moi, je crois qu'en fait, ce référendum, c'est plusieurs choses. C'est d'une part un budget qui a été prévu pour les JO et de primes qui vient en complément d'une politique quand même salariale qui a quand même été considérée qui est considérée par tout le monde comme extrêmement rude. Donc, il y a un budget de pouvoir d'achat. Il faut qu'il puisse être distribué. C'est du pouvoir d'achat dans notre maison. Il n'y a pas de raison objective pour que ceux qui participent au JO n'aient pas la totalité de ce pouvoir d'achat. Ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, il faut laisser la porte ouverte à la discussion pour tous ceux qui sont impactés de façon indirecte. Alors peut-être que nos petits camarades en boutique sont pas concernés, mais ils sont peut-être pas concernés directement. Mais si dans les équipes, si il y a des gens qui sont mobilisés et derrière ça a des impacts parce qu'on déploie moins vite la fibre localement, bah globalement on va peut-être avoir des clients à qui on va annoncer que le déroulé va être un peu plus long. Le déploiement, et donc finalement ils sont quand même impactés de façon indirecte, et c'est ça qu'on devait aussi regarder si ça générait de l'activité supplémentaire. Mais au-delà de ça, je crois que il n'est pas sain qu'un dialogue social et en tous les cas une négociation qui n'aboutisse pas puisse conduire la direction à faire une décision unilatérale moins-disante. Je crois que le désaccord, et être en désaccord, c'est pas grave. On peut tout à fait être en désaccord sur un certain nombre de choses, mais on ne peut pas, au prétexte du fait d'être en désaccord, punir les salariés parce que leurs représentants ne sont pas d'accord avec les propositions qui sont faites par la direction. Et c'est pour ça qu'en fait, il y a un référendum, c'est-à-dire que la question qui est posée, c'est dire vous voyez bien qu'en fait, le législateur a prévu ce type de cas de figure, donc ne recommençons pas. C'est-à-dire que quand une négociation n'aboutit pas à une signature, c'est pas grave. La tradition de la maison, c'était de prendre des décisions unilatérales qui étaient à l'identique de l'accord. Eh ben, ne recommençons pas, que ça sert de leçon à tout le monde. Mobilisons-nous pour dire une fois. Quand on aboutit à une dernière réunion de négociation avec des montants, avec des règles, avec des contreparties qui sont définies, bah, si on signe pas, c'est pas grave, on peut faire une décision unilatérale d'un montant identique, et il faut pas que ça soit moins 10 ans parce que ça punit en fait les salariés, et les représentants ils défendent les salariés, donc on peut pas arriver à cette situation-là. Donc je dirais oui, il faut voter pour que ceux qui ont fait l'erreur de prendre une décision unilatérale moins disante comprennent que c'est pas une forme de dialogue social qui est acceptable. Que va-t-il se passer si c'est le oui qui l'emporte? Ben, si c'est le oui qui remporte, en fait, c'est comme si l'accord avait été signé majoritairement par les organisations syndicales. Donc, en fait, on va appliquer tout ce qui est dans le texte de l'accord. Donc, le texte de l'accord va être mis à disposition des personnels au travers de mails que la direction va envoyer. Cet accord, il est connu, il peut être vu aussi sur certains sites de certaines organisations syndicales, il peut être demandé aux représentants qui ont participé à la négociation. Et donc, la première chose, c'est on va attribuer des primes qui sont sensiblement supérieures à ce qui est décidé par la direction. On va aussi accorder une flexibilité sur le report des jours de congé. Et puis surtout, peut-être la chose la plus importante, c'est qu'on va pouvoir ouvrir, certes très tardivement, et c'est une des difficultés du référendum qui se déroule presque fin juin, on va pouvoir ouvrir des discussions pour analyser et poursuivre l'impact des JO sur toute l'entreprise et sur tous les personnels dont on pensait qu'a priori ils ne seraient pas forcément impactés dans l'activité professionnelle, mais qui vont néanmoins, pendant ces JO, avoir une charge de travail supplémentaire induite par les JO. Soit parce que il y a des activités qui n'avaient pas été prévues et qu'il faut faire,
soit parce qu'en fait, il y a des effectifs qui seront consacrés aux JO et qui seront pas présents, donc ça génère une charge de travail. Donc il y a deux volets, il y a l'aspect purement, on va dire, matériel, il y a des primes supplémentaires, il y a des jours de congés reportables, ça c'est un premier élément, mais il y a un deuxième volet qui me paraît beaucoup plus important, et là qui concerne des milliers de collaborateurs, voire des dizaines, voire des quinzaines, voire une quinzaine de milliers de collaborateurs, qui ont besoin en fait de cette négociation pour mesurer, pour étudier le fait de savoir s'ils ont été impactés, si ça a causé des préoccupations, si ça perturbe l'organisation des services et si ça nécessite qu'on verse des budgets complémentaires qui sont par ailleurs prévus en heures supplémentaires, en moyens spécifiques, parce que tout ceci se déroule au mois d'août, à une période où les gens ne sont pas forcément là et donc peuvent être mobilisés. Il faut savoir que si l'entreprise n'arrive pas à s'organiser de façon suffisante pour assurer les JO, l'État, au travers de ses préfectures, a le droit de réquisitionner les personnels. Donc ça, c'est aussi un élément qu'on oublie. Nous ne sommes pas une entreprise comme les autres. On a à la fois une histoire de service public, on a une histoire où on a des fonctionnaires, et donc en fait, on a une mission. Ces JO doivent impérativement se passer, doivent se passer dans de bonnes conditions, et la préfecture, elle est habilitée à réquisitionner. Donc, autant que tout ça soit discuté dans les meilleures conditions possibles en amont, avant que l'événement se déroule, plutôt qu'avoir des réquisitions à la dernière minute, parce qu'on n'a pas prévu les modalités d'intervention, de surtravail des uns et des autres, d'heures supplémentaires, de travail exceptionnel. Et je pense qu'il faut qu'on continue le dialogue. Donc en fait, ce référendum, c'est aussi l'opportunité de dire, non mais attendez, il y a bien sûr les primes de ceux qui sont portés volontaires, mais il y a aussi la répartition du budget supplémentaire qui a été prévu pour ceux qui vont être en surcharge de travail pendant cette période et dont on mesure pas encore complètement la réalité parce que c'est un événement exceptionnel. Alors, en discutant avec des techniciens sur le terrain, très récemment, c'est vrai que lorsqu'une équipe de 10 personnes à Lille ou à Poitiers envoie, il y a 3 volontaires qui partent sur Paris, c'est vrai que la charge de travail habituelle se divise entre tous et c'est vrai qu'ils se sentent un petit peu les oubliés de la chose. Ce référendum, qui va être organisé, qui va donc toucher le groupe Orange, il va avoir un coût. Qu'en est-il de la différence entre l'organisation du référendum et éventuellement l'application de la DU d'une autre façon? J'ai l'impression qu'il y a un gros déséquilibre. Est-ce que tu as une idée du coût de ce référendum? Le coût, il est double. Le premier coût, c'est est-ce qu'un outil de vote électronique aujourd'hui, et on va utiliser les plateformes traditionnelles de notre à la fois ami et concurrent qui est DocaPost. Donc le coût, ils mettent une plateforme en place, il faut la déployer. Ça, c'est un coût, je ne veux pas dire qui est marginal, mais qui est très faible. Non, le coût le plus important, et je pense que c'est pour ça qu'il ne faut pas que ça se reproduise, et c'est pour ça que ce référendum, il faut dire oui en disant bah oui, quand les organisations syndicales tombent pas d'accord, la direction doit faire une décision unilatérale qui est identique à la dernière journée de négociation. Le vrai coup, c'est le temps que nous allons tous collectivement passer sur ce sujet. Ne serait-ce que consacrer un quart d'heure à lire les mails, comprendre de quoi il s'agit, pourquoi on vote, pourquoi finalement on a un suffrage direct. Alors certes, ça éduque les gens, et ça leur apprend que en fait il existe la possibilité d'avoir des accords qui sont ratifiés par référendum et pas simplement par les organisations syndicales. C'est quelque chose qui est assez rare, et c'est là le vrai coup, c'est-à-dire le temps que nous allons au référendum pour comprendre où est-ce que ça va nous occuper du temps, va faire l'objet de discussions. Il faut que l'ensemble des acteurs du côté des RH, des managers comprennent pourquoi il y a un référendum, dans quel contexte ça se fait. Et c'est ce temps-là, en fait, qu'en réalité, qui coûte de l'argent à l'entreprise, parce que c'est du temps qu'on ne consacre pas à servir nos clients, c'est du temps qu'on ne consacre pas à se livrer à d'autres activités. Et c'est là le vrai coût du référendum. C'est pas l'argent, heureusement que nous allons donner une plateforme, mais néanmoins, ça va mobiliser beaucoup de temps homme, et c'est là où est le vrai coût.
c'est du temps dont on a besoin, surtout dans une période de préparation des JO. Alors c'est vrai que donc la question approuvez-vous le contenu de l'accord Orange SA portant sur les modalités d'accompagnement RH au titre des Jeux Olympiques de Paris 2024? Il faut répondre oui parce que, tu l'as encore rappelé, il y a beaucoup d'intérêt là-dessus. Ça ne s'arrête pas seulement aux primes de nos collègues qui sont engagés sur les Jeux Olympiques. Je vais venir sur un sujet que j'aborde souvent avec mes invités. C'est un petit peu, bon, c'est pas de faire le bilan, mais c'est de dire aujourd'hui l'époque SR est bien passée, on le sait, on le voit. J'ai l'impression qu'il y a encore une espèce un déséquilibre. Il y a beaucoup de gens démotivés, beaucoup de gens qui ont perdu le sens. Je me rappelle, on avait beaucoup fait sur la raison d'être d'Orange. J'ai l'impression aujourd'hui que les salariés d'Orange, en tout cas certains que je rencontre, et j'en rencontre de tous bords, certains ont perdu le sens. Qu'est-ce que tu dirais, toi, pour leur faire reprendre le bon chemin, on va dire? Moi, je crois que la maison, c'est une maison qu'on aime tous. C'est une maison qui est exceptionnelle et c'est une maison fondamentalement attachante. Elle est attachante parce que les gens qui y sont des gens formidables. On est une boîte sympa. On est une boîte qui fait quelque chose qu'on a peut-être oublié. On est une boîte qui sauve des vies. On l'oublie trop souvent. Sans le téléphone fixe, sans la téléphonie mobile, sans tous les outils d'information, et on le fait encore aujourd'hui avec nos plateformes d'intermédiation pour les urgentistes, on sauve des vies. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est exceptionnel. Alors bien sûr, là, on le fait pour les JO. Bien sûr, c'est quelque chose que seul Orange aurait pu faire en France. On est une boîte extraordinaire, on est une boîte unique. Mais cette maison qui est unique, elle doit être aussi protégée. Il faut que les dirigeants, et je pense que Stéphane Richard l'avait parfaitement compris, alors c'est vrai qu'il est arrivé dans des conditions qui étaient particulièrement dramatiques, fait que notre entreprise, elle est consubstantielle, elle fait partie de la nation. Elle fait partie du pays. Et donc, notre rôle, notre mission à chacun d'entre nous dans cette entreprise, c'est finalement d'apporter des choses que personne d'autre ne peut apporter au pays. Et donc, je crois que ça doit être un élément de fierté. Je pense que les JO, il y a toutes les raisons pour que ça soit une réussite, à la fois pour la France, même si les Parisiens commencent à un peu pester sur les difficultés de circulation. Je pense que si tout se passe bien, on pourrait être fier en tant que collaborateur du groupe d'avoir participé à cet événement planétaire gigantesque, peut-être trop gigantesque à l'heure d'ailleurs des efforts qu'on doit tous faire sur les questions climatiques. Ça, c'est aussi des vrais sujets. Est-ce que les JO ne sont pas trop géants, trop importants? Mais je crois qu'on peut être fier. Alors évidemment, je vais pas dire aux gens que tout va bien, parce que je considère qu'il y a un certain nombre de dysfonctionnements qui sont apparus ces derniers mois ou ces dernières années. Je crois que c'est la reconnaissance. Je crois que il faut que nos dirigeants comprennent que la reconnaissance, c'est un élément indispensable quand on demande aux gens de se surpasser. Et la reconnaissance, c'est pas simplement le fait de pouvoir participer à des événements exceptionnels comme les JO. Ça se traduit aussi par des éléments qui sont très concrets. Je pense que la NAO, dont on a beaucoup discuté et sur lequel il y a un mécontentement global de ne pas avoir eu des augmentations qui étaient un peu au-dessus de l'inflation, puisque sa carrière mérite quand même qu'on progresse. Je crois que cette reconnaissance, elle est importante. Et je crois qu'aussi à travers ce référendum, on a collectivement la possibilité de faire passer un message à la direction qui est de dire faites attention, ne prenez pas des décisions qui seraient de nature à remettre en cause la première richesse ou de mettre à mal la première richesse de la maison, qui sont les personnels qui sont très engagés. Et je crois que la direction doit entendre ce message qui est de dire il faut nous reconnaître notre implication, notre engagement qui est supérieur. C'est pas nos sous-traitants, c'est pas des gens qui sont de l'extérieur qui vont intervenir en urgence
si il se passe quelque chose de difficile pendant les JO. C'est les collaborateurs même de la maison, c'est nous qui allons être sollicités, et ça mérite une reconnaissance. Oui, bien sûr, il y a les actionnaires. Oui, bien sûr, l'entreprise doit être profitable. C'est des choses qui sont des évidences. Mais d'abord, ce qui fait fonctionner la machine, c'est le sang qui coule dans les veines de cette maison. Et, et finalement, ce sang, ce sont les collaborateurs qui apportent à tous les éléments de l'entreprise de quoi la faire fonctionner. Et je pense qu'il faut pas les oublier. Donc, oui, il faut s'engager sur les JO. Oui, on peut être fier de s'engager sur les JO, mais la direction doit penser à la reconnaissance. Merci pour ce message positif. Alors, je rappelle le référendum. Alors, on va sûrement recevoir des mails et partout. Du 25 au 27 juin, on va avoir à répondre à cette question. Évidemment, c'est le oui qui est conseillé pour toutes les raisons que tu nous as développées. Moi, je propose éventuellement que tous les experts qui s'y connaissent ou qui ont quelque chose à dire me contactent et bien entendu qu'on puisse en reparler dans le direct. Et je te propose de venir parler un petit peu de qu'est-ce qu'il y aura après, juste après le référendum, commenter les résultats et pourquoi pas donner des pistes, parce que je pense que ton message a été très positif ce matin et je pense que ça fait plaisir à beaucoup de donner à nouveau cette envie d'être fier d'être chez Orange. Oui, je crois que le message qu'il faut retenir, c'est les JO, c'est un formidable défi. C'est une formidable aventure pour tous ceux qui y participent. C'est une formidable aventure pour tous les collaborateurs des entreprises qui vont contribuer à la réussite de cet événement. Et c'est pour ça que je dis que participer aux JO, c'est une expérience formidable. C'est une opportunité formidable pour tous ceux qui vont le faire. Moi, je salue tous ceux qui vont être engagés durement pendant cette période-là. Je salue tous ceux qui viennent pendant 15 jours, 3 semaines, découchés, parfois avec des jeunes enfants, pour se consacrer à cet événement. C'est vrai, il y aura sans doute pas d'autres JO de notre vivant à Paris. Donc, quand je dis à Paris, c'est Paris et tous les stades de France métropolitaine, mais aussi des dom-toms. On oublie que le surf aura lieu à Tahiti. Ouais. Donc, c'est la preuve que la France entière est impliquée. Il y en aura sans doute pas d'autres. La France n'en organisera pas d'autres de notre vivant. Donc, essayons de les réussir en tant qu'entreprise clé de cet événement. Et j'espère que tout se passera bien. Un maximum de collaborateurs en tireront une expérience, une histoire, une fierté. Et donc voilà. Et je pense que Orange est une entreprise qui nous permet de vivre des moments uniques. Essayons de ne pas gâcher la fête par une politique sans doute maladroite de réduction de primes et surtout de ne pas ouverture de négociations sur tous ceux qui vont être impactés de façon directe ou indirecte par ces JO. Sébastien, je te remercie, je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. À très bientôt. Au revoir. Voilà, on est mercredi 5 juin, il est 9h22, on a beaucoup parlé, j'espère que tu as retenu l'information essentielle. Du 25 au 27 juin, il faut voter pour le référendum sur les primes, sur les JO, enfin tu recevras des mails et tout, et on en reparlera très très bientôt. Il suffit simplement que tu me contactes, mon nom à moi c'est christophendi@orange.com pour le mail, avec +33 684 32 12 54 pour le téléphone. Voilà. Allez, on se quitte. Merci à toutes celles et ceux qui ont été là, ceux qui vont regarder en replay. Je leur fais un petit coucou. Et puis, bien entendu, ma devise, il est urgent d'être heureux. Je compte sur toi. Bye bye.